Salam alaikum. Nous allons poursuivre le chapitre 3 et nous allons parler maintenant des classes enveloppes. Les classes enveloppes ou bien wrappers sont des classes qui encapsulent les données de type primitif afin de pouvoir les utiliser comme des objets. Alors, depuis le Java 5, les opérations de conversion d'un type primitif vers un objet d'une classe enveloppe et l'opération inverse, c'est-à-dire la conversion de la classe enveloppe vers un type primitif, sont devenues automatiques. Le tableau suivant montre les conversions d'un type primitif vers la classe enveloppe correspondante. Alors pour le type booléen, donc la classe enveloppe c'est booléen avec le B majuscule. Donc comme vous vous rappelez, les classes en Java commencent par une lettre en majuscule. Pour le type char, la classe enveloppe c'est caractère. Byte, c'est le byte, short, int, integer, long, float et double. Alors à partir de la classe byte jusqu'à double, en fait ces sous-classes, ou bien ces classes-là, ce sont des sous-classes de la classe number. Nous allons parler des méthodes de format xValue. Toutes les sous-classes de la classe number possèdent les méthodes de format xValue. C'est-à-dire que les classes byte, short, integer, long, float et double contiennent ou bien possèdent les méthodes de format xValue. Et elle permet, ou bien cette méthode-là, permet de réaliser les conversions des types primitifs. Voilà quelques méthodes de ce format. Il y a le byte value, short value, et int value, long value et double value. Voilà des exemples. Je vais déclarer un objet obj de type integer. Donc c'est la classe enveloppe du type int égale new integer 15. En fait, cette instruction permet de créer un objet obj de type integer, c'est-à-dire le type primitif correspondant c'est int, et je vais lui donner la valeur 15. Mais cette valeur 15 va être sauvegardée dans le type obj, dans le type enveloppe, ou bien dans la classe enveloppe. Ensuite, int I égale à obj.intValue. Cette instruction permet d'accéder à la valeur entière de objet, de l'obj, de la variable obj. Et puis, je vais prendre cette valeur entière, et je vais la mettre dans la variable int I. Ensuite, je vais afficher la valeur I et cela m'affichera la valeur 15. De plus, il y a des méthodes de format x parse x, string s, et x parse x, string s, virgule, int base. Toutes les classes enveloppes ont une méthode de format x parse x, string s, qui essaie de convertir une chaîne de caractères en une donnée de type primitif si c'est possible. Dans le cas contraire, si on ne peut pas faire la conversion, on aura une exception de type number format exception. Pour les types entiers, on a aussi les méthodes de format x parse x, string s, int base. En fait, la base là, c'est pour préciser dans quelle base on va faire la conversion. Alors, cette méthode permet de convertir une chaîne de caractères en une donnée de type primitif en supposant que la donnée est notée dans la base basse. Voilà des exemples dans lesquels on essaie de convertir une chaîne de caractères de base 10, 2, 16, etc. Alors int a égale integer.parseInt qui demande en entrée une chaîne de caractères, voilà, string s, et le deuxième un entier base. D'accord? En fait là, je vais considérer cette chaîne de caractères comme un entier représenté en base 10. Donc là, je vais essayer de le convertir vers un entier. Donc du moment qu'il est en base 10, donc je vais directement prendre 222
comme étant un entier. Deuxième exemple, int p égale à integer.parseInt. Là, je vais avoir en entrée un nombre en binaire, 10, 10, 110, virgule 2. D'accord? Donc ce chiffre-là, ou bien cette chaîne-là, elle est représentée en binaire. Donc là, je vais essayer de la convertir en base 10 pour pouvoir l'affecter à la variable p. Donc si j'affiche la valeur de p, ça va me donner 86. Donc vous savez comment on peut faire la conversion de la base 10, de la base 2 pardon, à la base 10 en utilisant les sommes de puissance de 2. Remarque, nous allons parler de deux méthodes, des deux méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc il y a obj.intValue, c'est une méthode non statique, c'est-à-dire elle est appelée en utilisant un objet et elle permet d'obtenir la valeur entière d'un objet de type integer. C'est-à-dire je vais essayer de récupérer la valeur d'une variable de type integer. Ensuite, il y a integer.parseInt. C'est une méthode statique parce qu'elle est appelée avec le nom de la classe integer. OK? Et elle permet de convertir une chaîne de caractères vers un entier sans avoir besoin de créer un objet de la classe integer. D'accord? Je vais pouvoir récupérer un entier à partir d'une chaîne de caractères. Ensuite, il y a la méthode de format statique x.decode string s. Alors, toutes les classes enveloppes de type entier ont une méthode de format statique x.decode string s qui essaie de convertir une chaîne de caractères en une donnée de type primitif entier si c'est possible. Dans le cas contraire, s'il y a un problème de conversion, l'exception suivante sera levée. Number format exception. Alors, si la chaîne commence par un 0, le décodage se fait en octal. C'est-à-dire si je lui donne en entrée un nombre qui commence par 0, donc le programme va comprendre qu'il s'agit d'un nombre en octal. Si la chaîne commence par 0x ou bien dièse, cela veut dire que le décodage se fait en hexadécimal. Dans le cas contraire, c'est-à-dire sinon je n'ai ni 0, ni 0x, ni dièse, cela veut dire que le décodage sera fait en décimale. Voilà des exemples dans lesquels on essaie de convertir des chaînes de caractères vers des entiers. Dans le premier exemple, on a integer.decode 0, 2, 3, 4. Comme vous le remarquez, la chaîne de caractères commence par un 0, ce qui veut dire que la chaîne sera décodée en octal. Donc, on va faire la conversion du chiffre en octal vers un chiffre ou bien un nombre en décimal. Sur le deuxième exemple, on a integer.decode 0x_abf. Donc là aussi, on a une chaîne de caractères qui commence par 0x, ce qui veut dire que le décodage sera en hexadécimal. Donc on va faire la conversion de ABF de l'hexadécimal vers la base 10. Dans le troisième exemple, on a dièse ABF. Donc là aussi, la chaîne de caractères commence par un dièse. Donc on va faire la conversion de la base 16 à la base 10. Et finalement, on a integer.decode 2, 3, 4. Alors celui-là, bien ce nombre-là, il est en décimale. Donc il sera affiché tel qu'il est. Ensuite, nous allons parler des constantes et méthodes des classes enveloppes. Dans la classe enveloppe booléen, on a deux constantes. Il y a la constante true, booléen.true et booléen.false. Dans la classe caractère, on a un ensemble de méthodes. Il y a la méthode isLetter qui permet
bien qui demande en entrée un caractère C, et il va vérifier si ce caractère est une lettre. Alors si c'est une lettre, ça va donner, bien la valeur de retour sera true. Dans le cas contraire, la valeur de retour sera false. Donc, dans la classe caractère, je peux vérifier si la lettre est bien le paramètre en entrée, l'entrée est une lettre. Si l'entrée est un digit ou bien un chiffre. Si l'entrée est une lettre ou bien un chiffre. Je peux aussi vérifier si l'entrée is lowercase, c'est-à-dire s'il est en minuscule. Aussi, je peux vérifier s'il est en majuscule, is uppercase. Je peux vérifier s'il s'agit d'un espace, is space char, pour vérifier si l'entrée est un espace. Aussi, je peux vérifier si c'est un white space, donc un espace blanc. Donc ça peut être un saut de ligne, un retour chariot, une tabulation, un saut de page, etc. Ensuite, il y a la méthode isJavaIdentifier_parts. Cette méthode permet de retourner true si le paramètre en entrée fait partie ou bien peut faire partie d'un identificateur Java. Et finalement, il y a la méthode isJavaIdentifier_starts. Elle retourne true si le caractère C peut être le premier caractère d'un identificateur. Lorsqu'on a parlé des identificateurs, nous avons dit qu'un identificateur ne peut jamais commencer par un chiffre. Ce qui veut dire que si on donne ici un chiffre, la valeur de retour de la méthode va être false. Nous allons passer pour voir des exemples. On va déclarer un ensemble de variables de type char. Il y a le ch1 initialisé à la lettre A en majuscule, ch2 initialisé à 9, considéré comme un caractère, ch3 initialisé à la lettre A en minuscule, et ch4 initialisé à un espace. Ensuite, je vais déclarer des variables booléennes B1, B2, B3 et B4. Dans B1, je vais mettre character.isLetterCH1. Donc, avec cette méthode isLetter, je vais essayer de voir si le contenu de CH1 est une lettre. Donc, CH1 contient le A en majuscule. Donc, la valeur de retour de cette méthode va être égale à true. Ensuite, il y a character.isLetterCH2. Je vais voir si CH2 est une lettre. Donc, CH2 contient le 9, le chiffre 9. Donc, ça va donner, la valeur de retour sera false. Ensuite, il y a la méthode character.isUppercase, CH1. C'est-à-dire, je vais vérifier si la lettre A est en majuscule. Donc, ça va donner true parce que le A est en majuscule. Aussi, je peux vérifier si CH3 est en minuscule avec la méthode isLowercase. Et ça va donner true aussi. Ensuite, il y a booléen B4 qui est égal à character.isSpaceChar C4, CH4. Donc là, avec CH4, je vais vérifier si c'est un espace, c'est un caractère espace. Et ça va donner true aussi. Ensuite, je vais déclarer d'autres variables caractères. Il y a ch5 que je vais initialiser à 3, ch6 à slash et ch7 à soutiré. De la même manière, je vais appeler les méthodes correspondantes. Character.isJavaIdentifier_part ch5. C'est-à-dire, je vais vérifier est-ce que le contenu de ch5 peut faire partie d'un identificateur Java. Donc, si vous vous rappelez, avec les identificateurs, ou bien un identificateur peut être composé de lettres, de chiffres et de symboles. Ensuite, il y a isJavaIdentifier_parts et puis l'entrée c'est ch6. Donc ch6, il y a le slash. Donc là, la valeur de retour va être false parce que le slash ne peut pas faire partie
faire partie d'un identificateur Java. Ensuite, il y a is Java Identifier Start CH7. Donc, est-ce que je peux commencer un identificateur en Java avec le sous-tiré? Ça, c'est juste, je peux le faire. Donc, ça va donner true. Et finalement, il y a is Java Identifier Start et puis CH5. Donc, est-ce que je peux commencer un identificateur Java avec un chiffre? Ça, c'est faux. Donc, la valeur de retour va être false. Ensuite, il y a la classe number. Dans la classe number, il y a le byte, le short et le integer. Donc, ces trois classes contiennent trois constantes. Il y a le max value, il y a le min value et il y a le size, ou bien la taille de chaque type. Pour le byte, il est codé sur 8 bits, le short sur 16 et le integer sur 32. Voilà quelques méthodes de la classe integer. Donc, il y a static int, highest one byte, int i. Cette méthode permet de retourner la valeur entière du bit 1 de plus fort poids de la représentation de i. Lowest one byte permet de retourner la valeur entière du bit 1 de moins fort poids de la représentation de i. Il y a number of leading zeros qui permet de retourner le nombre de zéros au début de la représentation de i. Là, on parle de nombre en binaire. Il y a number of trailing zeros qui permet de retourner le nombre de zéros à la fin de la représentation de i. Il y a rotate left avec un entier i et un entier d qui permet de retourner la valeur de i à laquelle on a fait subir une rotation de distance d vers la gauche. Donc là, on va faire une rotation au nombre vers la gauche avec une distance d. Il y a aussi rotate right qui permet de retourner la valeur de i à laquelle on a fait subir une rotation de distance d et cette fois vers la droite. Il y a aussi la méthode reverse qui permet de retourner la valeur obtenue en inversant l'ordre des bits de i. C'est-à-dire si j'ai un 0, ça va devenir un 1 et vice-versa. Il y a aussi la méthode bit count qui permet de retourner le nombre de bits à 1 dans la représentation de i. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de l'utilisation des méthodes de la classe integer. Nous allons déclarer une variable i de type int qu'on va initialiser à la valeur 170 et on va essayer de retourner la représentation en string de la valeur de l'entier représenté par l'argument en base 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable n1 de type string qui va recevoir integer.toBinaryString i. C'est-à-dire on va essayer de convertir l'entier i vers un string et il va être représenté sous forme binaire. Ainsi, la valeur de i va être égale à 10, 10, 10, 10. C'est la représentation binaire de 170. Ensuite, on va utiliser la méthode bitCount qui nous permet de compter le nombre de bits qui sont égaux à 1. Et on va mettre le résultat dans la variable n2. Donc le nombre de bits qui sont égaux à 1 est égal à 4. Donc la valeur de retour sera égale à 4. Ensuite, on va rechercher la valeur décimale du bit 1 le plus fort. Alors, il est codé sur 8 bits. Donc le poids, le bit le plus fort, c'est celui-là, c'est 2 à la puissance 7. Donc, avec la méthode highest one byte de i, ça va donner 128. Aussi, on va chercher la valeur décimale du bit le plus faible avec la méthode lowest one byte. Donc, c'est ce 1 là.
Donc on va avoir 2 à la puissance 1, ça va donner 2. Ensuite, il y a le type long. Donc lui aussi, il possède les 3 constantes, max value, min value et la taille, size, et il est codé sur 64 bits. En fait, il a les mêmes méthodes que la classe integer. Ensuite, il y a la classe floats qui possède plusieurs constantes. Il y a max value, min value, size, none pour not a number. Il y a aussi la constante positive infinity et negative infinity. Donc là, on peut faire l'appel de la manière suivante. Aussi, pour la classe double, elle possède les mêmes les mêmes constantes que la classe float. Ensuite, il y a la classe enveloppe avec V majuscule. Cette classe enveloppe le type primitif void avec V minuscule et cette classe n'est pas instanciable. Après, il y a le boxing et unboxing. Donc, pour le boxing, c'est l'opération qui permet de transformer un type primitif en un objet de la classe enveloppante. Et le unboxing, c'est l'opération inverse qui permet de transformer un objet de la classe enveloppante vers un type primitif. Voilà quelques exemples. I est un objet de la classe integer. Je vais lui allouer la mémoire et l'initialiser à la valeur 26. Après, je vais faire i divisé par 2. En fait, là, c'est comme si je vais diviser l'objet integer par 2. On remarque ici qu'on a fait le unboxing, c'est-à-dire on ne peut pas diviser un objet, mais on va faire la conversion vers le type primitif. Ensuite, on peut faire la division par 2. Donc, le unboxing est réalisé de manière automatique. Ensuite, je vais faire i reçoit 79. En fait, là, on fait le boxing de int vers integer. D'accord? On fait l'opération inverse. Ensuite, il y a dans la section 3, on va parler du transtypage, c'est-à-dire le changement de type des variables. Dans certains cas, il est nécessaire de convertir un type de variable en un autre type et c'est ce qu'on appelle le transtypage. L'exemple suivant montre comment la variable envoyée ou bien renvoyée par une méthode de type int peut être transformée en flottant. Donc pour faire le transtypage, on va précéder la variable à laquelle on souhaite changer de type, on va la précéder par des parenthèses et on va mettre le type de destination. Il y a une remarque assez intéressante, il faut rester ou bien être prudent lors des transtypages, car il y a des risques de perte d'informations. En règle générale, le type cible du transtypage doit avoir une taille au moins égale au type initial. Donc nous allons voir sur le tableau suivant les transtypages autorisés. Donc tous les transtypages ne sont pas tous autorisés du moment qu'on risque des fois de perdre des informations. Le tableau suivant montre les conversions possibles. J'ai ici les types initiales et puis les types destination. Alors pour le type de variable byte, je peux le transtyper vers un short, vers un char, un entier, un long, un flottant ou bien un double. La règle générale du transtypage, c'est que je peux convertir une variable vers une autre qui doit au moins avoir la même taille, c'est-à-dire soit la même taille que le byte ou bien une taille plus grande. D'accord? De la même manière pour le short, je peux le convertir vers des types plus grands tels que l'entier, le long, le flottant, le double. Pour le char qui est codé sur 2 octets, donc je peux le convertir vers un entier, un long, un short, un double. Pour l'entier, je peux le convertir vers un long, un flottant et un double. Le long vers un flottant ou bien un double et le flottant vers un double seulement.
Donc là, je dois faire attention lors du transtypage. Je dois vérifier si la taille de destination a au moins la taille du type initial. Il y a aussi quelques transtypages qui sont réalisés de manière implicite. Alors, dans certains cas, un transtypage peut être réalisé implicitement par le compilateur. Voilà un exemple. If 3 supérieur à A, qui est une lettre. Donc là, je compare un chiffre avec une lettre. Alors, dans ce cas, la valeur 3 est convertie en un nombre entier, c'est-à-dire on va le convertir en code ASCII avant d'être comparé au chiffre 3. En fait, là, ce n'est pas la peine de faire la conversion de manière explicite, c'est le compilateur qui va s'en charger. Voilà un exercice dans lequel je vous demande qu'est censé faire le programme suivant et essayer de le corriger. Dans la classe exercice cast, je vais ajouter la méthode main et puis je vais déclarer les variables a et b, une variable double m, short n et un byte 0, pardon, un byte o. Et puis je vais affecter à la variable m la somme, je vais faire la somme de a plus b divisé, le tout divisé par 2. La même chose pour le n et la même chose pour le o. Après, je vais faire l'affichage des valeurs de m, n et o. Donc là, on va remarquer qu'on a utilisé différents types. Pour le a et le b, ce sont des entiers, puis on affecte le résultat des entiers vers un double, vers un short et vers un byte. Alors voilà la solution. Donc ce qui nous manque ici, ce sont les conversions. Alors là, puisque je vais affecter le résultat à un double, la variable m est un double, donc je vais faire un cast avant de faire l'expression de calcul. De la même manière pour la variable n, je vais faire un cast pour convertir le résultat vers un short. Aussi pour le byte. Donc là pour le résultat, pour le m, il va afficher 363,5. Pour le n, 363. Et pour le byte, ça va donner 107. Donc là, comme vous le remarquez, il y a une perte d'information parce que je suis passé d'un type int vers un type byte qui a une taille plus petite. Donc j'ai perdu des informations. Ensuite, il y a les règles de portée des variables. Les règles de portée déterminent où une variable est reconnue dans un programme. Les variables appartiennent à deux catégories de portée principales. Il y a les variables globales et il y a les variables locales. Les variables globales sont des variables qui sont reconnues ou bien ils sont connus partout dans le programme. Alors que les variables locales, ils sont reconnus uniquement dans certains blocs où elles sont déclarées. Voilà la règle de portée générale. Une variable déclarée dans un bloc de code n'est visible que dans ce bloc et dans les blocs qui y sont imbriqués, donc qui se trouvent à l'intérieur. Voilà un exemple de la classe portée dans laquelle j'ai déclaré une variable x de type int que j'ai initialisée à 0. Donc cette variable x, elle n'appartient à aucun bloc, mais elle appartient à toute la classe portée. C'est pour cette raison x est défini comme étant une variable globale de la classe. Ensuite, je vais déclarer une méthode 1 dans laquelle je vais déclarer une variable y et puis y reçoit x. Cette instruction, bien sûr, elle est correcte. Donc là, pour le y, c'est une variable locale à la méthode 1. C'est-à-dire, elle est connue uniquement ici. Si je sors de la méthode 1, la variable y n'est plus reconnue. Je ne peux pas l'utiliser. D'accord? Donc y, c'est une variable locale à la méthode 1. Ensuite, je vais déclarer une deuxième méthode 2 dans laquelle je vais déclarer une variable z que je vais initialiser à 1.
Donc là aussi, pour le z, c'est une variable locale à la méthode 2. Elle est connue uniquement à l'intérieur de la méthode. Si je sors de la méthode, la variable z n'est plus reconnue. Ensuite, je vais mettre z reçoit y. Donc cette instruction-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le y n'est pas reconnu dans le programme. Parce que lorsque je suis sorti de la méthode 1, la variable y n'est plus reconnue. Déjà, lorsque je sors de la portée de la méthode 1, donc le garbage collector va libérer l'espace mémoire de y. D'accord?